Ah, Euh, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. bonsoir, bonsoir. Le, oui. Alors, le département de radiologie et imagerie médicale de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa revient encore ce lundi dans sa rubrique Lundi Parlons Radiologie, qui est une plateforme où nous proposons la formation médicale continue, des échanges entre les radiologues et les autres confrères d'autres disciplines. Et pour ce soir, nous avons donc choisi de parler de l'imagerie de la puberté précoce et de l'aménorrhée primaire. Alors pour cela, nous avons le réel plaisir d'avoir comme présentatrice principale professeure Dr Juliette Garel. Elle est radiologue spécialisée en imagerie pédiatrique et fœtale au CHU Sainte-Justine en Montréal, c'est au Canada. Elle est professeure adjointe de clinique au département de radiologie de l'Université de Montréal au Canada. Alors, comme panélistes, nous en avons invité deux qui vont parler autour de ces thèmes-là. Nous avons le premier qui est le professeur Dr Justin Mboloko. Le professeur Justin Mboloko est gynécologue obstétricien. Il est spécialiste en gynécologie fonctionnelle aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il est également professeur agrégé de médecine à l'université de Kinshasa, en RDC bien sûr. Et comme deuxième panéliste, nous aurons un interniste, un endocrinologue, c'est professeur Dr Pascal Bayaouli, qui est spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il est professeur agrégé de médecine à l'université de Kinshasa. Professeur Bayaouli a encore des petites difficultés avec sa connexion, mais il va nous rejoindre tout à l'heure. Et votre humble servante, je suis donc professeur Dr Gertrude Louye-Mvila et je suis un radiologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Alors, professeur Juliette, vous allez donc prendre la parole, vous allez parler, présenter votre sujet. Après, nous allons demander aux panélistes d'intervenir et puis ce n'est qu'après leur intervention qu'on va passer au vrai débat. Entre-temps, pour le public, si vous avez des questions, pour ne pas les oublier, vous pouvez les écrire dans le chat et nous pourrons lire ces questions à la fin lorsque nous allons commencer les débats. Professeur Juliette Garel a une obligation après 22 heures, donc on sera obligé d'arrêter notre conférence aujourd'hui à 22 heures. Professeur Juliette, vous avez donc la parole. Merci. Oui. Ben, merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Donc, je vais commencer. On va parler un peu de l'imagerie de la puberté précoce et de la l'aménorrhée primaire. Donc, je suis contente qu'il y ait des endocrinologues et puis des gens, des internistes là, qui vont pouvoir apporter d'autres informations à ma présentation. Donc, moi, c'est ça, je suis radiologue, alors ça sera plutôt le volet radiologie dont on va discuter. Donc, avant de commencer, vous allez voir, les diapositives sont en français, mais je vais parler en anglais. Puis c'est surtout des images, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, avant de commencer, juste pour se réchauffer un peu, on va faire un petit test avec quelques questions. Donc, vous pouvez répondre là, à la maison ou même juste dans votre tête. Et puis, on va refaire le test à la fin de la présentation pour voir un peu est-ce que vous avez compris, là, est-ce que vous avez appris certaines choses lors de la présentation. Alors, premièrement, la première question. Donc, on a deux images ici, l'image de gauche qui est transverse, l'image de droite qui est sagittale. Donc, qu'est-ce que ces deux images montrent? Est-ce que c'est un utérus néonatal normal? Est-ce que c'est un utérus prépubère normal? Est-ce que c'est un utérus postpubère ou est-ce que c'est un utérus anormal chez une patiente qui a un syndrome de Turner? Alors, je vous laisse quelques temps pour regarder là, les images de cet utérus. Est-ce que c'est un utérus néonatal, prépubère, postpubère ou un utérus anormal chez une patiente avec un Turner? Donc, je vous laisse quelques secondes pour y penser. Et puis, on va aller à la deuxième question. Donc, dans la puberté précoce de cause centrale, qu'est-ce que l'échographie pelvienne va montrer? Est-ce qu'elle va montrer une absence d'utérus avec des ovaires normaux, le choix A? Est-ce qu'elle va montrer un utérus pubère avec des ovaires symétriques? Est-ce qu'elle va montrer un utérus prépubère avec des ovaires pubères? Ou est-ce qu'elle va montrer un utérus poilu? Donc, je répète la question, dans la puberté précoce centrale, qu'est-ce que l'échographie pelvienne va démontrer? Encore une fois, c'est tous des sujets qu'on va aborder lors de la présentation. Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Et puis, on va passer à la troisième question.
Donc, quelle est la définition d'une aménorrhée primaire? Est-ce que c'est euh, des caractères sexuels secondaires normaux, mais sans règles à 16 ans? Est-ce que c'est l'absence de caractères sexuels secondaires et l'absence de règles à 14 ans? Est-ce que c'est le choix A et B ou aucune de ces réponses? Donc, on parle ici de la définition d'aménorrhée primaire. Donc, l'absence de caractères sexuels, des caractères sexuels normaux, mais sans règles à 16 ans. Absence de caractère sexuel secondaire et pas de règle à 14 ans, A et B ou aucune de ces réponses. Maintenant, passons au choix 4. Donc, à gauche, vous avez quelques entités cliniques. À droite, on a les trouvailles échographiques. Donc, il faut matcher les entités cliniques avec les trouvailles échographiques. Donc, le syndrome de Turner, qu'est-ce qu'on va voir à l'échographie? Est-ce qu'on va voir un utérus postpubère avec des ovaires symétriques? Est-ce qu'on va voir un utérus postpubère avec une masse ovarienne? Est-ce qu'on va voir un tout petit utérus avec des ovaires, des petits ovaires, ou est-ce qu'on va voir des ovaires augmentés en taille avec des follicules périphériques? Donc, je rappelle, dans un syndrome de Turner. Maintenant, dans une tumeur de la granulosa, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir un utérus postpubère avec des ovaires symétriques, un utérus postpubère avec une masse ovarienne? Est-ce qu'on va voir un petit utérus et des petits ovaires ou des ovaires augmentés en taille avec des follicules périphériques? Donc, la troisième entité, c'est les ovaires polykystiques. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Encore une fois, c'est les mêmes choix à droite. Et puis, dans un contexte d'amartome du tubercinérum, qu'est-ce qu'on va voir? Encore une fois, les mêmes choix. Donc, vous devez matcher les entités cliniques avec les trouvailles échographiques. Alors, donc, ces 4 questions-là, on va y revenir à la fin de la présentation lors du post-test. Donc, le contenu un peu de la présentation, tout d'abord, on va revoir brièvement l'embryologie, la physiologie d'une puberté normale, et puis les endocrinologues, les internistes pourront débattre et compléter par la suite. On va revoir quelques définitions. On va parler des techniques d'imagerie, hein, c'est le cœur de la présentation, avec les causes de puberté précoce et d'aménorrhée primaire. Et puis tout ceci avec plusieurs cas et exemples d'imagerie, parce que la plupart, bon, d'entre vous sont radiologues, je crois. Donc, pour comprendre la puberté, avant de comprendre la puberté anormale, on doit comprendre la puberté normale. Et puis, en fait, c'est une séquence complexe d'événements qui va se baser, un, sur l'anatomie et puis deux, sur la cascade hormonale de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, c'est un peu comme quand on fait un gâteau. On a besoin de matériel et puis on a aussi besoin d'ingrédients. Donc, pour obtenir une puberté qui est normale, on a besoin de structures gynécologiques normales, donc un utérus, des ovaires, mais on a aussi besoin d'ingrédients qui est symboliquement la cascade hormonale. Donc, au niveau de l'embryologie, je vais revoir très, très sommairement l'embryologie en insistant vraiment sur le point important parce que le but, c'est pas de se rappeler à quelle semaine de grossesse se forment les structures mullériennes, mais vraiment juste de comprendre un peu comment ça fonctionne pour pouvoir comprendre s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on va avoir comme manifestation anatomique et à l'imagerie. Donc, la première étape de la formation des canaux nodulaires se passe à 5-6 semaines d'âge gestationnel, donc très tôt dans la gestation. Puis, ce qui est important ici de savoir, c'est que les canaux mullaires ou les structures mullériennes, ce qu'ils vont donner, c'est les trompes de Fallope, l'utérus, le col et le 2 tiers supérieur du vagin. Donc, s'il y a une anomalie mullérienne, c'est ces structures qui vont être touchées, mais le tiers inférieur du vagin vient du sinus urogénital. Donc, on peut avoir un tiers inférieur du vagin en n'ayant pas de structure mullérienne. Donc, cette première étape, s'il y a un problème lors de l'embryogénèse, ce qu'on va avoir, c'est des anomalies de non-développement, donc des agénésies mullériennes ou des hypoplasies mullériennes. La deuxième étape, qui arrive un peu plus tard, donc vous voyez les canaux mullaires qui vont ensuite se fusionner pour donner un canal utérovaginal. S'il y a un problème au niveau de la deuxième étape, ce qu'on va avoir, c'est des anomalies de non-fusion, comme un utérus didelphe ou un utérus bicorne. Encore un peu plus tard dans l'embryogénèse, si on a une anomalie, un problème au niveau de la dégénération ou de la dégénérescence du septum, ce qu'on va avoir, c'est des anomalies de non-dégénération, non-dégénération, c'est ça, de ce septum. Donc, soit un utérus septé ou alors des septums longitudinaux ou transverses. Donc, maintenant, au niveau de la physiologie, la différenciation sexuelle, je vais passer brièvement, puis encore une fois, les endocrinologues là, sont beaucoup plus savants que moi sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que
la cascade hormonale, en fait, c'est de dire que les gonades primitives vont devenir des ovaires en l'absence du gène SRY sur le chromosome Y. Ce que ça veut dire, c'est beaucoup de mots compliqués. Ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau des chromosomes masculins, bon, il y a le gène SRY sur le chromosome Y, qui lui va faire en sorte que les cellules de Leydig vont sécréter la testostérone, que les cellules de Sertoli vont sécréter l'hormone antimullérienne, et puis que le fœtus va devenir masculin. Ensuite, s'il y a absence de ce gène sur le chromosome Y, la gonade féminine va devenir, entre guillemets, je ne veux pas dire par défaut parce que c'est insultant pour la femme, mais s'il n'y a pas cette stimulation, elle va devenir euh, un ovaire et puis le fœtus sera de sexe féminin. Donc ici, c'est d'autres schémas qui montrent un peu la même chose, c'est que le gène SRY sur le chromosome Y va faire en sorte que les cellules de Leydig vont sécréter la testostérone et puis que, je pense que il y a peut-être quelqu'un qui a le micro ouvert, parce qu'on entend quelqu'un taper, je ne sais pas si tout le monde... Bon, parfait, là, c'est rétabli. Et puis, ça va faire donc, cette testostérone va faire en sorte qu'il va y avoir une masculinisation des organes génitaux externes. Et puis, parallèlement, les cellules de Sertoli vont sécréter l'hormone antimullérienne qui va faire en sorte que les canaux de Muller vont régresser. Donc, chez la fille, quand il n'y a pas ce gène SRY sur le chromosome Y, eh bien, les canaux de Wolff ne vont pas pouvoir se développer et puis les canaux de Muller vont demeurer pour donner les structures là, gynécologiques. Donc maintenant, donc ça, c'est la partie plus anatomique, embryologique. Parallèlement, il y a la puberté normale découle de l'axe hypothalamo hypophysaire. Donc, ce qui est un peu un schéma que je trouve assez simple, c'est ben, assez simple. C'est jamais simple, là, les hormones. Loin de là mon intention, mais je trouve que ce schéma est assez simplifié pour dire que l'hypothalamus euh, via un pulse de GnRH, va entraîner l'hypophyse à sécréter de la FSH-LH qui va entraîner les ovaires à produire de l'estrogène. Et puis, c'est des feedbacks qu'on dit négatifs parce que quand il va y avoir assez d'estrogène, ça va inhiber le niveau supérieur qui va inhiber le niveau supérieur. Donc, ce petit schéma très, très simplifié va permettre de comprendre brièvement les anomalies hormonales qu'on peut voir dans les pathologies dont on va discuter aujourd'hui. Alors maintenant, les méthodes d'imagerie là, pour imager les anomalies de la puberté, c'est surtout, on va parler surtout de la petite fille. Donc l'échographie, c'est vraiment la modalité initiale, puis souvent la seule modalité dont on va avoir besoin pour évaluer le pelvis féminin si on pense à une puberté précoce ou à une aménorrhée primaire. L'IRM peut être indiqué dans certains cas, par exemple les cas d'anomalie mullérienne, ou alors pour une tumeur. Souvent, bon, pour des cas complexes anatomiques, des fois, on peut avoir affaire à l'IRM, mais souvent, c'est que l'écho. Le scan a très peu de rôle, puis souvent, on va demander un âge osseux là, pour faire la corrélation entre l'âge osseux et l'âge chronologique. Donc, ça, c'était l'écho. C'est une présentation qui date du Sick Kids, mais le protocole donc au Sick Kids était, puis c'est aussi à l'hôpital Sainte-Justine, c'est notre même protocole. Donc, on va utiliser une sonde abdominale, euh, presque rarement une sonde endovaginale, parce que souvent, c'est des jeunes patientes. Donc, ça va être une sonde convexe, hein, la sonde abdominale, avec une vessie pleine, mais pas surdistendue, parce que sinon, ça peut entraîner une mauvaise résolution là, des structures gynécologiques. Puis on va faire des vues sagittales et transverses de l'utérus et des ovaires. Donc, en gros, c'est une échographie pelvienne avec une vessie pleine, mais non surdistendue. Dans la littérature, quand on veut évaluer la puberté ou les anomalies de la puberté, il y a plusieurs critères. Ça, c'est une revue de la littérature qui montre ce qu'on doit regarder. Donc, la plupart des auteurs s'entendent pour dire qu'on doit regarder la longueur de l'utérus, l'épaisseur du col et du fundus, le volume des ovaires, mais également le ratio entre le fundus et le col utérin, la présence de la ligne endométriale et puis l'aspect des follicules. Dans la littérature, vous allez voir, il y a plein de chiffres qui sont rapportés. Je vais vous en donner un à retenir. Puis vous allez voir, quand on retient celui-là, c'est assez clair, même si dans la littérature, on parle de plein de chiffres différents, mais on va se concentrer sur un chiffre à retenir. C'est important aussi de savoir qu'à travers l'âge, l'aspect de l'utérus et des ovaires va se modifier. Donc, l'utérus néonatal est encore sous l'influence maternelle. Donc, l'utérus va être proéminent. Souvent, vous faites une échographie, si vous faites des échographies là, à des petits bébés, souvent, on regarde la vessie, puis là, on voit, wow, l'utérus est très proéminent, presque un utérus post-pubère, mais ça, c'est normal parce qu'il est encore sous influence hormonale maternelle.
Donc, l'utérus néonatal normal, ce qu'on voit, c'est que le col est plus épais que le fundus. Souvent, on voit bien la ligne endométriale. C'est un utérus qui est plus proéminent, plus gros qu'un utérus là, de la petite fille qui est prépubère. Et puis, souvent, les ovaires vont être de bonne taille avec des gros follicules. Euh, donc, quand on ne sait pas cette notion-là, ça peut choquer parce qu'on se dit, ah, le bébé a un utérus qui a l'air presque post-pubère, outre le fait que le col est plus proéminent que le fundus. Donc, ça, c'est l'utérus néonatal. Ici, deux images de la littérature qui montrent bien, ici, il y a le col marqué par un C et puis le fundus marqué par un F, qui montre que le col est plus large que le fundus, mais quand même, on voit bien la ligne endométriale. Puis même sur l'image de droite, on voit un peu de liquide dans la cavité endométriale, ce qu'on voit souvent chez les nouveau-nés. Donc, ici, un exemple, pas un fœtus, pardon, un petit bébé de 5 semaines. Donc, on voit bien hein, l'utérus, on voit bien la ligne endométriale, on voit que le col est plus large que le fundus. Donc, l'aspect normal d'un utérus néonatal. Ici, on voit une image des ovaires, même des ovaires de bonne taille, avec des follicules bien visibles, donc des ovaires attendus chez un nouveau-né. Maintenant, l'utérus, donc ça, c'est le premier aspect, l'utérus néonatal. Ensuite, l'utérus prépubère. Là, l'utérus va devenir de plus petite taille. On voit souvent une forme qui est plus tubulaire. La ligne endométriale, on la voit beaucoup moins bien. L'utérus est petit. Et puis, le chiffre dont je voudrais que vous vous souveniez, là, c'est l'épaisseur au fundus qui est de moins de 1 cm quand on prend une coupe sagittale. Donc, si vous avez un chiffre à vous rappeler, c'est 1 cm d'épaisseur au fundus. Les ovaires sont plus petits, il y a moins de follicules, mais c'est plus difficile de se baser sur l'aspect des ovaires pour statuer est-ce que c'est un utérus prépubère ou postpubère. Dans la littérature, là, on dit que c'est plus fiable si on se fie premièrement à l'aspect de l'utérus. Puis je vous rappelle, l'épaisseur de 1 cm du fundus, c'est le chiffre clé. Donc, ici, un exemple de la littérature d'un utérus prépubère qui est assez tubulaire, de petite taille, même quand la vessie, elle n'est pas bien remplie de la patiente, souvent, on ne voit pas du tout l'utérus. Ici, donc, un exemple, 7 ans et 11 mois, on voit un petit utérus prépubère. On a de la difficulté à bien l'évaluer, même si la vessie est pleine. Et puis, c'est un aspect normal avec des ovaires qui sont de petite taille, avec des follicules qu'on a de la difficulté à voir. Maintenant, l'utérus postpubère, c'est l'utérus standard si vous faites de la gynécologie ou de la radiologie adulte, avec un utérus en forme de poire, un corps qui est plus gros que le col, avec un endomètre qui est bien visible, puis encore une fois, notre chiffre clé de 1 cm d'épaisseur au fundus, avec des ovaires qui sont plus gros en taille, avec présence de plusieurs follicules. Donc ici, l'aspect classique de l'utérus en poire, avec une ligne endométriale bien visible, et puis des ovaires de bonne taille. Maintenant, donc, comme je vous disais, plein de chiffres dans la littérature. Je pense que ce qu'on peut se rappeler, c'est 1 cm d'épaisseur au fundus. Sinon, dans la littérature, l'autre chiffre un peu clé, c'est 3,5 cm de taille de l'utérus. Mais moi, je vous suggère le 1,5 cm d'épaisseur au fundus. Donc, ici, ce chiffre-là, moi, je pense que c'est le chiffre à te rappeler. Maintenant, si on rentre dans les désordres de la puberté. Donc, un peu pour les définitions, la pubarche, c'est quoi? C'est l'apparition de poils, mais c'est secondaire à la sécrétion surrénalienne d'androgènes. Ensuite, il y a la télarche, c'est l'apparition de seins. Et puis la ménarche, c'est le premier épisode de saignement. Bon, tout ça, vous le savez tous probablement déjà. Maintenant, la puberté précoce, c'est quoi? C'est l'absence de caractère sexuel, c'est la présence de caractère sexuel secondaire avant l'âge de 8 ans chez la fille, avant l'âge de 9 ans chez le garçon. Et puis, des données récentes de la littérature suggèrent même que dans certains groupes ethniques, on devrait diminuer l'âge à 7 ans pour les filles, 6 ans, à 7 ou 6 ans. Même parce qu'on sait que chez certains groupes, la puberté arrive plus tôt. Mais là, maintenant, au niveau de la définition là, euh, mondiale, c'est 8 ans et 9 ans. Donc, le développement sexuel prématuré peut être de deux causes. Premièrement, de cause centrale ou de cause périphérique. On va revoir les schémas pour essayer de bien comprendre. Ensuite, quand on parle de télarche isolée, donc ça, on ne parle pas de puberté précoce ou de pubarche isolée non plus. C'est une manifestation, mais vraiment, la puberté précoce, elle est soit centrale ou périphérique. Ce que ça veut dire, c'est que soit il y a on a vu un peu la cascade d'événements pour déclencher la puberté. Si elle est de cause centrale, ça veut dire que l'anomalie a été déclenchée au niveau du cerveau, donc ça au niveau soit au niveau de l'axe hypothalamo-chiasmatique, et puis c'est ça qui a déclenché toute la cascade de la puberté, versus ce qu'on dit une puberté précoce périphérique, c'est quand la sécrétion anormale d'estrogène se faisait en périphérie, donc au niveau des ovaires ou d'une masse.
Quand on regarde la société, puis on dit que c'est gonadotropine dépendante, donc FSH, ici, FSH et LH vont être augmentés quand c'est de cause centrale. Donc, pour la cause centrale, chez les filles, la majeure partie, donc 90% est idiopathique, versus chez les garçons, c'est plutôt 50%. Sinon, c'est un problème au niveau du système nerveux central, donc souvent une masse, un amartome du tubaire cinérum, sinon un gliome, un astrocytome, une hydrocéphalie, euh, une infection du système nerveux central. Donc, il y a un problème au niveau central qui va déclencher toute la cascade des événements, puis qui va faire en sorte que les ovaires vont commencer à sécréter de l'estrogène. Donc, chez les petites filles, beaucoup plus souvent idiopathique. Chez les garçons, c'est plus souvent une masse ou une anomalie au niveau du système nerveux central. Et puis, l'échographie pelvienne, ce qu'elle va montrer, en fait, toute la cascade, c'est un mauvais déclenchement de la cascade, mais toute la cascade va être déclenchée. Alors, l'utérus, de quoi il va avoir l'air? Ça va être un utérus post-pubère avec des ovaires symétriques post-pubères. Dans les pubertés centrales, l'âge osseux va être avancé par rapport à l'âge chronologique. Et puis ça, c'est juste un petit point pour dire que sous thérapie, là, en utilisant des analogues de la GnRH, l'écho va être utile pour monitorer la réponse avec un utérus qui va reprendre une forme normale. Donc, ici, un exemple, 5 ans, 2 mois, une puberté précoce. Donc, un utérus qu'on voit bien qui est de 4,6 cm, donc plus que 3,5 cm, assez plus épais que 1 cm, avec une ligne endométriale bien visible. Donc, on peut dire que c'est un utérus postpubère ou un utérus qui a l'air stimulé. Quand on regarde les ovaires, on voit bien qu'il y a plusieurs follicules au sein des deux ovaires. Et puis là, quand on fait une IRM cérébrale, on voit qu'il y a une toute petite masse, un tout petit amartome du tubaire cinérum. Donc, une puberté précoce de cause centrale, c'est une indication de faire une IRM cérébrale. Maintenant, si on va parler, donc, au niveau, on se rappelle, au niveau, quand avec les bilans hormonaux, tout ça, on pense que la puberté précoce est centrale, on peut faire une échographie qui va confirmer utérus ovaire postpubère, on fait une IRM cérébrale, mais dans la grande majorité des cas, la cause va être périphérique. Donc, la sécrétion d'œstrogène va être en périphérie. Donc, elle va être, donc, on va dire une cause indépendante de FSH-LH parce que la sécrétion, elle est un peu anarchique puis elle ne dépend pas de l'augmentation de la FSH-LH. Donc, les trois principales causes sont un syndrome de McCune-Albright, un kyste folliculaire isolé ou alors une tumeur de la granulosa. L'écho, qu'est-ce qu'elle va montrer? Elle va montrer un utérus postpubère, comme il y a une sécrétion d'estrogène par la masse ou le kyste, et puis une masse avec une lésion ovarienne unilatérale, celle qui est responsable de la sécrétion hormonale. Souvent, l'âge osseux va être environ égal à l'âge chronologique. Donc, ici, un exemple d'un bébé de 14 mois qui venait avec des saignements vaginaux récurrents. Donc, on fait l'échographie, on voit qu'il y a un utérus post-pubère avec une épaisseur au fundus qui fait jusqu'à 3 cm, une ligne endométriale bien visible. On voit un ovaire qui est normal. Puis sur l'autre ovaire, on voit un kyste qui a l'air plutôt simple, avec quelques kystes filles périphériques, mais malgré l'aspect très simple de ce kyste peut être et est vraisemblablement un kyste sécrétant. Donc, on fait un âge osseux qui montre que l'âge osseux euh, est légèrement plus augmenté, mais grossièrement dans les limites de la normale que l'âge chronologique. Et puis, quand on fait une radiographie du squelette, on voit de multiples lésions expansives, radiotransparentes au niveau des diaphyses des os longs. Donc, ici, on est devant un syndrome de McCune-Albright. Donc, le syndrome de McCune-Albright, c'est causé par quoi? Par une mutation d'un gène. Et puis, les manifestations vont dépendre là, selon la mutation. La triade classique est une puberté précoce qui va être gonadotropine indépendante, donc périphérique, avec une diminution là, de la FSH-LH, des taches café au lait et puis une dysplasie fibreuse polyostotique. Mais c'est important de savoir que dans la littérature, la triade, elle est la plupart du temps, on ne retrouve pas la triade classique, même si c'est ça qui est rapporté dans la littérature, mais quelques aspects de cette triade. Donc, c'est un kyste. En fait, ce qui explique la puberté précoce dans le syndrome de McCune-Albright, c'est la présence d'un kyste folliculaire sécrétant. Et puis, c'est important de savoir que ce kyste peut avoir l'air complètement simple, mais qui peut quand même sécréter. Souvent, il est unilatéral et puis l'âge osseux va être normal ou légèrement augmenté, versus dans une puberté précoce de cause centrale où l'âge osseux va être augmenté par rapport à l'âge chronologique. Donc, si vous faites l'écho, c'est une fille qui devrait être
c'est un bébé ou une petite fille. On voit un utérus post-pubère avec, un kyste sur un des ovaires, mais qui a l'air, c'est pas un kyste qui va être avec des portions charnues. Ça peut être un kyste qui a l'air assez simple, mais méfiez-vous, ce kyste peut sécréter. Maintenant, un troisième exemple, un troisième cas, 17 mois, une masse abdominale. Référé pour masse abdominale. Donc ici, hein, je vous rappelle, 17 mois, on ne devrait pas avoir un utérus qui a l'air d'un utérus d'une adolescente, là. Donc c'est vraiment un utérus post-pubère avec une ligne endométriale très bien délimitée. On voit un des ovaires qui est normal, l'ovaire gauche, mais quand on regarde l'ovaire droit, on voit cette masse hétérogène, solide, avec des portions un peu plus liquidiennes, puis des portions vascularisées, donc très suspect d'une masse néoplasique. Et puis, si on fait un âge osseux, on voit que l'âge osseux est environ égal à l'âge chronologique. Donc, on est devant une tumeur de la granulosa. Une tumeur de la granulosa, c'est les tumeurs malignes les plus fréquentes. C'est la tumeur maligne, c'est ça, stromale la plus fréquente. Il y a aussi des tumeurs de la granulosa qui peuvent atteindre les femmes d'âge plus avancé. Souvent, comment ils vont se présenter avec une puberté précoce, avec une masse abdominale, ou même rarement, si la tumeur s'est rompue, ils peuvent se présenter en choc ou avec une torsion ovarienne si elle entraîne une torsion de l'ovaire. Au niveau des bilans sanguins, ce qu'on va voir, c'est on va voir une estradiol qui est augmentée avec FSH-LH très diminué parce qu'on a dit dans les causes périphériques, quand il y a une sécrétion qui est un peu anarchique d'estrogène, FSH-LH va être diminué. L'écho va montrer un utérus pubère avec une masse unilatérale. Et puis, cette masse, c'est une tumeur de la granulosa. Dans la littérature, on dit qu'elle peut être mixte avec des portions kystiques, des portions solides, mais elle peut être assez, ça peut être même une lésion kystique uniloculaire, mais moi, dans mon expérience, j'en ai pas vu des tonnes, mais celle que j'ai vue ressemblait à la masse que je vous ai montrée. C'était vraiment une lésion qui était hétérogène avec des portions liquidiennes, des portions solides, mais j'ai jamais vu une tumeur de la granulosa qui se présentait avec une lésion purement kystique. C'est un pronostic qui est assez bon euh, quand la tumeur de la granulosa est diagnostiquée chez des jeunes filles. Maintenant, bon, juste un petit rappel, mais on ne parle pas ici de puberté précoce. La télarche isolée, souvent, c'est pendant les premiers 2 ans de vie. Souvent, c'est l'apparition d'un petit bourgeon mammaire. Il n'y a pas de poils pubiens ni axillaires. L'âge osseux est normal. Les bilans hormonaux sont normaux, assez bénins. L'écho, qu'est-ce que ça va montrer? Ça va être un utérus qui va être prépubère normal pour l'âge, avec des ovaires qui vont être prépubères également. Puis ensuite, une pubarche isolée, bien là, il faut penser à des causes plutôt surrénaliennes parce qu'une pubarche est en lien avec une anomalie de sécrétion des androgènes. L'écho, qu'est-ce qu'elle va montrer? Ça va être un utérus prépubère normal pour l'âge. Ici, c'est juste pour vous rappeler que, un dernier cas pour soulever un point, c'est que, donc ici, c'était une patiente qui s'est présentée avec un saignement qu'on pensait vaginal et puis un aspect un peu proéminent là, des grandes lèvres. Et puis donc, l'écho montre une lésion qui est un peu hétérogène, des portions hyperéchogènes avec une portion un peu plus centrale hypoéchogène qui est vascularisée. Euh, et puis ici, donc, on était devant un abcès des grandes lèvres. C'est juste pour rappeler que quand une patiente se présente avec une impression de segment vaginal, il faut quand même se méfier. Ce n'est pas forcément la ménarche. Ça peut aussi être une infection, un corps étranger, même un rhabdomyosarcome vaginal, une anomalie vasculaire. Donc, oui, quand une patiente de la mère rapporte, il y a eu des épisodes de segments vaginaux, oui, ça peut être la ménarche, mais ça peut aussi être, il faut quand même penser aux infections au corps étranger puis aux tumeurs locales là, au niveau du vagin. Donc ici, c'est un tableau qui est résumé, qui est assez bon, qui montre que si on pense qu'il y a un segment prépubère, on fait l'écho. Si l'écho montre un utérus prépubère infantile, donc il faut éliminer, il faut penser, est-ce que c'est un corps étranger? Est-ce que c'est un corps étranger? Est-ce que c'est un abcès? Est-ce que c'est un rhabdomyosarcome? Donc, ça, c'est les choses à éliminer. Si l'échographie montre un utérus postpubère, bien là, on regarde. Est-ce que les ovaires sont symétriques et postpubères? Si oui, il faut penser à une cause centrale parce que tout semble en accord. Donc, un utérus postpubère, des ovaires symétriques postpubères, on pense à une cause centrale, on va faire une IRM. Ou alors, si l'utérus est postpubère, là, on regarde les ovaires, soit c'est un kyste sur un des ovaires, et puis là, c'est soit un kyste sécrétant isolé ou dans un contexte de macule Albright, ou alors il y a vraiment une masse qui sécrète sur un des ovaires, puis là, on pense à une tumeur de la granulosa.
Maintenant, l'aménorrhée primaire. Donc, la définition d'aménorrhée primaire, c'est les caractères sexuels secondaires sans règle à 16 ans ou l'absence de caractère sexuel secondaire sans règle à 14 ans. Je revoyais un peu la littérature là, la semaine dernière, puis je voyais que dans certains pays, on parle de 15 ans avec des caractères sexuels secondaires sans règle et 13 ans s'il n'y a pas de caractère sexuel. Ça, je pense que ça change un peu dépendamment des pays. Euh, Ensuite, donc les causes encore une fois, on va regarder FSH-LH, est-ce que FSH-LH est augmenté ou pas. Dans les cas où FSH-LH va être normal, il peut s'agir d'une anomalie mullérienne. Parce que si on regarde le petit schéma là, que j'aime bien, ici, si l'axe hypothalamo-chiasmatique est normal, et puis l'utérus peut être anormal parce qu'on a une anomalie mullérienne. Donc, ça va être eugonadisme. Donc, FSH-LH va être normal parce que toute la cascade hypothalamo-hypophysaire est normale. Maintenant, ça peut être en lien avec un hypogonadisme hypogonadotropique. Donc, si le problème est au niveau, si l'anomalie est au niveau de l'hypothalamus ou de l'hypophyse, FSH-LH vont être diminués. Et puis donc, euh, l'estrogène va être diminué par la suite. Donc, le problème est vraiment au niveau du système nerveux central. L'utérus va être prépubère. Maintenant, il peut s'agir d'un, si le problème est au niveau périphérique, que les ovaires n'arrivent pas à faire assez d'estrogène. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si le problème est au niveau des ovaires, là, l'estrogène va être diminué, mais il n'y aura pas le feedback négatif avec, alors FSH, LH vont être très augmentés. Alors, c'est pour dire que souvent, avant de faire l'écho, s'il y a déjà eu les bilans par l'endocrinologie qui vous dit, ah, est-ce que, par exemple, on est devant une aménorrhée primaire, FSH-LH est très augmenté ou FSH-LH est normal ou FSH-LH est diminué, on va avoir une petite idée même à la base de la cause de cette aménorrhée primaire. Maintenant, donc, un peu dans c'est les trois grandes catégories. Donc, est-ce que FSH-LH est normal, est bas ou est élevé? Puis ici, un peu, donc, la cause numéro un, c'est le syndrome de Turner. Ensuite, les anomalies mullériennes. Ensuite, des dysfonctions hypothalamo-hypophysaires. Et puis, ça peut être aussi un retard constitutionnel, une personne qui va avoir ses menstruations, mais juste un peu plus tard. Si on regarde donc de la catégorie eugonadiste, donc avec FSH-LH qui est normal, souvent ça va être en lien, la cascade hormonale est normale, mais on n'a pas les structures gynécologiques normales, donc on peut être devant des anomalies mullériennes ou il peut y avoir une obstruction de du vagin. Donc, dans les cas, par exemple, d'hyménée perforée ou de septum vaginal transverse. Donc, ici, un exemple, 16 ans, aménorrhée primaire. Donc, on regarde, la vessie est assez bien remplie. On ne voit rien derrière la vessie, rien qui a l'air d'être un utérus. On peut se demander sur l'image en bas à gauche, mais on a l'impression que c'est plutôt une partie du vagin avec des ovaires qui sont normaux, qui ont l'air post-pubères. Et puis là, on fait même une IRM, une coupe sagittale T2, qui montre l'absence de vagin. Et on voit, les deux ovaires sont bien présents, mais on voit qu'il n'y a pas de vagin. Ici, c'est un cas compagnon, donc un autre contexte d'aménorrhée primaire. Et puis là, on voit deux ovaires qui sont normaux, mais derrière la vessie, on ne voit pas d'utérus. Et puis l'IRM confirme l'absence d'utérus, puis la coupe coronale T2 montre qu'il y a une agénésie rénale avec seulement un rein à gauche. Donc ici, ces deux exemples montrent un cas de Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome. Bon, le nom est long, mais pour dire on est dans un contexte d'anomalie mullérienne. Donc, c'est la deuxième cause d'aménorrhée primaire après le syndrome de Turner. Soit c'est de cause typique, donc isolée, ou alors atypique, associée avec des malformations rénales ou des dysfonctions ovariennes. Donc, c'est une patiente qui va se présenter avec une aménorrhée primaire, mais avec des caractères sexuels secondaires normaux. Donc, elle va avoir eu sa télarche, mais elle n'aura pas encore ses règles. On fait l'écho, ce qu'on voit, on ne voit pas d'utérus, on voit des ovaires normaux, et puis on va voir un tiers inférieur du vagin parce que, comme on l'a dit, le tiers inférieur du vagin vient du sinus urogénital et non des canaux de Muller. Donc, ici, un autre cas, 15 ans, aménorrhée primaire. On voit un utérus qui est antéversé, qui est d'aspect normal, post-pubère, mais on voit une distension du vagin par du matériel qui est un peu hypoécogène, qui a l'air un peu cellulaire, avec des ovaires qui sont normaux, une personne qui n'avait jamais eu de menstruation. Donc, ici, on est devant un cas de septum vaginal transverse. Ici, un autre dossier, 13 ans. Euh, on voit un tout petit, même on voit la vessie est assez pleine, puis on se demande est-ce qu'il y a un tout petit utérus, mais on a l'impression de oui, avec des ovaires qui sont tout petits.
Puis là, on continue l'écho, on regarde les reins, parce que quand on est devant des anomalies bon, gynécologiques, c'est toujours pertinent de regarder les reins. On voit des reins qui sont en fer à cheval, qui ne sont pas dilatés. Ici, on voit l'aorte, la veine cave inférieure, donc un rein qui vient chevaucher la ligne médiane, donc des reins en fer à cheval. Un exemple de syndrome de Turner. Donc, le syndrome de Turner, la cause primaire, la première cause en fait d'aménorrhée primaire, donc avec un karyotype 45X. La présentation in utero, on peut voir des hygromes cervicaux. Et puis sinon, bon, le spectre clinique est assez vaste. Ça peut être des patientes qui sont petites avec des coups un peu larges, des cubitus en valgus, des scolioses, des anomalies rénales, des anomalies cardiovasculaires, notamment des coarctations au début qui cuspidie aortique. L'échographie, ce qu'elle va montrer, comme dans l'exemple qu'on a vu, souvent, ça va être un utérus et des ovaires qui vont être de très petite taille. Des fois, on a de la difficulté à voir les ovaires. Maintenant, ici, un autre cas, je vous avais dit, on verrait plusieurs cas. 15 ans avec aménorrhée primaire, on regarde, la vessie est assez pleine. Bon, on semble rien voir derrière la vessie. Des fois, c'est pas facile, on se dit, on voit une petite partie de vagin, mais certainement pas d'utérus. Et puis là, on regarde dans les régions un peu inguinales, puis on voit deux structures. On n'est pas sûr, est-ce que c'est des testicules, est-ce que c'est des ovaires? On fait l'IRM qui confirme l'absence d'utérus et puis qui voit, là, on voit des structures qui sont un peu ovoïdes, qui rappellent plutôt des testicules que des ovaires. On ne voit pas de follicules, franchement, au sein de ces formations. Et puis, c'est un cas compagnon où il y avait une discordance entre le karyotype prénatal et le phénotype. euh, En fait, on avait dit aux parents que ça allait être un petit garçon. Finalement, elle est née puis c'était une fille. Elle avait des organes génitaux externes de fille. Donc, on a fait l'échographie qui montrait l'absence d'utérus. Et puis, au niveau des régions inguinales, des formations ovalaires qui suggéraient la présence de testicules. Donc, deux exemples d'insensibilité congénitale aux androgènes. Donc, si on reprend un peu nos petits schémas, on voyait que les cellules de Leydig sécrétaient la testostérone qui allait entraîner la masculinisation des organes génitaux. Et puis ça, c'était via le biais de récepteurs euh, de cette testostérone le transformer euh, en dihydrotestostérone. Donc, si on n'a pas de récepteur, en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand même les cellules de Sertoli ont sécrété l'hormone antimullérienne, donc les canaux de Muller ont régressé. Il y a eu sécrétion de testostérone, mais la dihydrotestostérone ne peut pas se lier là, bien au récepteur et faire son effet. Donc, il n'y a pas de masculinisation des organes génitaux externes, mais à l'interne, il n'y a pas d'utérus ou il n'y a pas de structure de Muller. Donc, c'est au niveau du karyotype, c'est des XY, mais ils ont un phénotype féminin. Souvent, la présentation, c'est soit il y a eu c'est une discordance entre le karyotype prénatal quand il y a eu un karyotype prénatal et le phénotype. Ça peut être dans un contexte d'aménorrhée primaire ou ça peut être, des fois, on fait des échographies, on dit, ah, il y a des hernies inguinales qui contiennent les testicules, mais ça a l'air d'être une petite fille. Donc là, on investigue puis on voit qu'il y a une insensibilité congénitale aux androgènes. L'échographie, ce qu'elle va montrer, donc l'absence d'utérus, il peut y avoir un petit vagin qui vient du sinus urogénital et puis la présence de testicules qui vont être souvent au niveau des lèvres ou dans les régions inguinales. Donc ici, un exemple d'aménorrhée avec hirsutisme. Donc on voit un utérus postpubère qui est rétroversé avec un endomètre qui est bien visible. Et puis on voit les ovaires qui sont de bonne taille, qui contiennent plusieurs follicules. Donc un exemple d'ovaire, syndrome des ovaires polykystiques. Puis juste pour rappeler que c'est vraiment le syndrome des ovaires polykystiques, on peut le dire quand vraiment c'est une entité qui est clinique et biochimique, là. Donc des fois, on peut avoir des signes d'échographie qui vont en faveur de ça. Mais il faut être prudent juste sur la base de l'échographie de dire syndrome des ovaires polykystiques quand il n'y a pas la clinique et les anomalies des bilans associés. Donc, ça demeure là, vraiment clinique et biochimique. Voilà. Donc, souvent, c'est des patientes qui peuvent se présenter avec des oligoménorrhées ou des aménorrhées qui vont être souvent plutôt secondaires que primaires, avec un hyperandrogénisme, de l'hirsutisme. Puis à l'échographie, ce qu'on voit, on voit plusieurs follicules distribués périphériquement avec des ovaires de bonne taille. Mais encore une fois, vraiment pour l'évoquer, il doit y avoir le contexte clinique et biochimique associé. Donc ici, un schéma que je trouve assez parlant là, quand on est devant une aménorrhée primaire. Donc, on regarde l'utérus, s'il est anormal. Bon, si
Donc, l'utérus est anormal. Si l'utérus est complètement absent, mais on voit des ovaires normaux, on peut se trouver devant une agénésie ou une hypoplasie mullérienne. Si on voit l'utérus, il n'y a pas d'utérus, mais il n'y a pas d'ovaire, puis on voit des testicules même dans les régions inguinales, on peut être devant une insensibilité congénitale aux androgènes. Donc, si aménorrhée, bon, phénotype féminin, on fait l'écho pour aménorrhée primaire, pas d'utérus, des ovaires, on pense aux anomalies mullériennes. Pas d'utérus, pas d'ovaire, puis même on voit des testicules, on pense à une insensibilité congénitale aux androgènes. Si on fait l'écho, puis on voit un utérus qui est petit, avec des tout petits ovaires, bon, on pense, est-ce que ça pourrait être un syndrome de Turner? Si les ovaires sont normaux, là, on doit penser, est-ce que ça peut être juste un retard constitutionnel ou une anomalie? Tu sais, les anomalies de l'acte hypothalamo-chiasmatique, il y en a d'autres. Là, c'est l'endocrino, tout ça, il faut faire plus de bilan. Ensuite, si l'utérus est anormal, mais qu'il est obstrué, on va penser soit à un hymen imperforé ou alors à un spectre des maladies mullériennes. Là, c'est un spectre qui est assez large parce qu'il n'y a pas juste l'hypoplasie. Ça peut être aussi des anomalies comme un septum ou voilà. Ensuite, si on fait l'écho, puis l'utérus, il est normal, avec des ovaires qui sont augmentés, avec des follicules périphériques, on pense à un syndrome des ovaires polykystiques. Si, bon, ça peut être une masse, on n'en a pas parlé, mais ça peut être une masse sécrétante. Puis ça, bon, ça, c'est d'autres anomalies un peu plus complexes, comme les dysgénésies gonadiques, là, qui est un sujet en soi. Donc, en conclusion, si vous avez une requête, par exemple d'échographie, puberté précoce ou aménorrhée primaire, l'échographie, c'est vraiment le premier examen de choix qui va nous permettre de diagnostiquer des anomalies congénitales, des lésions ovariennes. C'est important de connaître l'aspect attendu de l'utérus selon l'âge pour pouvoir dire est-ce qu'il est normal ou anormal, en gardant bien en tête que l'utérus néonatal est bien visible, puis il y a ses particularités comme on en a parlé, avec un fundus qui va être plus petit que le col, avec un utérus prépubère qui, lui, est tubulaire de petite taille, ça, c'est attendu. Donc, c'est important de savoir l'anatomie normale, de quoi devrait avoir l'air en échographie l'utérus, les ovaires selon l'âge, pour pouvoir dire est-ce que l'utérus, il est normal. Ben, en fait, c'est pas normal, c'est est-ce qu'il est pubère ou prépubère ou postpubère quand il est là. Et puis sinon, être capable de dire, bon, il n'est pas là malgré que la vessie, elle est pleine. Et puis se garder en tête les différentes causes. Donc, si on refait un peu notre post-test, donc on avait cette image de l'utérus qui montre un utérus néonatal normal avec un col qui est plus large que le fundus, mais quand même un utérus de bonne taille avec une ligne endométriale bien visible. Donc, ici, c'est un exemple d'utérus néonatal normal. Ensuite, dans la puberté précoce centrale, on a dit la puberté précoce centrale, c'est une anomalie du déclenchement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, souvent, tout se déclenche, mais pour une raison, soit que c'est idiopathique, soit il y a une lésion au niveau du système nerveux central. Donc, ce que ça va montrer à l'écho, c'est un utérus postpubère, des ovaires postpubères symétriques. Si on est dans ce contexte-là, puis avec les bilans associés, on va faire une IRM cérébrale. Ensuite, la définition d'aménorrhée primaire, c'est des caractères sexuels secondaires sans règle à 16 ans ou l'absence de caractère sexuel secondaire et pas de règle à 14 ans. Encore une fois, je pense que dans certains pays, c'est 15 ans, 13 ans, mais vous comprenez un peu la définition générale. Et puis finalement, matcher les entités cliniques avec les trouvailles échographiques. Le syndrome de Turner, on en a parlé, hein, qui est, qui est la cause numéro un d'aménorrhée primaire. On va voir à l'échographie un tout petit utérus avec des petits ovaires. Ensuite, une tumeur de la granulosa, c'est une masse ovarienne qui va sécréter. Alors, ce qu'on va voir, c'est un utérus postpubère avec une masse ovarienne. On dit souvent la masse va être kystique, solide, avec des zones vascularisées, va être hétérogène. Ensuite, il y a le syndrome des ovaires polykystiques qui va se manifester par des ovaires augmentés en taille avec des follicules périphériques. Et puis finalement, l'amartome du tubercinérum, c'est une cause de puberté précoce centrale. Alors, ce qu'on va voir, c'est un utérus postpubère avec des ovaires symétriques mais normaux. Alors, c'était un peu ça pour la présentation. Je ne sais pas si vous aviez des questions, des commentaires, des choses qui n'étaient pas claires. Alors, merci beaucoup, Juliette, pour ta brillante présentation. Euh, alors, je pense il y a des questions. J'ai vu qu'il y a des questions dans le chat, mais on va en parler après. Il y aura
possibilité de commentaires, mais nous allons d'abord prendre la participation. Nous allons donner la parole au professeur Justin Boloko pour le point de vue du gynécologue. Professeur Justin, vous m'entendez? Si vous m'entendez, Oui, vous avez la parole. je vous entends très bien, professeur Gertrude. Oui, vous avez la Je tiens parole, d'abord professeur. je tiens d'abord à féliciter le professeur Juliette pour cet exposé qui est très clair et puis qui amène des informations très importantes à nous gynécologues sur tous les aspects de l'imagerie en cas de puberté précoce. Parce qu'en fait, c'est un problème qui est très embêtant pour les parents. Nous avons eu à avoir quelques cas des jeunes filles qui ont présenté des pubertés précoces déjà à l'âge de 4 ans. Et il y a aussi des cas de puberté hétérosexuelle qu'on a eu à l'âge de 2 ans. Alors, ce sont des situations qui sont très embêtantes pour nous, médecins, et puis pour les parents. Alors, avoir cet exposé, ça nous permet de voir les aspects échographiques de, de toutes ces anomalies qui nous permettent de mettre la frontière pour pouvoir en fait, poser le diagnostic très précocement de causes pour des pubertés non idiopathiques et pour des pubertés idiopathiques, pouvoir orienter les explorations autrement. Une des difficultés que nous avons parfois, surtout avec des problèmes de syndrome des ovaires micropolykystiques ou bien les ovaires polykystiques. Ce sont des pathologies qui commencent déjà dès la puberté, mais la difficulté que nous avons, et ça c'est une question que j'aimerais bien poser au professeur Juliette, la différence du point de vue échographique pour des ovaires qui sont purement des ovaires post-pubertaires et des ovaires du syndrome des ovaires micropolykystiques. Est-ce qu'il y a des astuces, à part bien sûr la disposition des microfollicules, mais souvent quand on lit dans la littérature, il y a quand même certaines confusions. Est-ce qu'il y a vraiment des caractéristiques claires du point de vue échographique entre les syndromes de ovaires micropolykystiques chez la jeune fille et après dans l'évolution? Ben, c'est ça. En fait, je pense, oui. Ben, si je peux répondre, Allez-y. je pense que c'est un bon point. Puis récemment, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici, on a tendance à surutiliser ce diagnostic des syndromes des ovaires polykystiques. Puis souvent, ça part d'une description échographique, alors ça devrait être l'inverse. On devrait regarder est-ce que la patiente a vraiment cliniquement tu sais, des signes d'hyperandrogénisme avec une oligoménorrhée ou une aménorrhée. Est-ce qu'il y a des anomalies des bilans? Puis ensuite, on fait l'écho. Mais si, moi, je fais. Donc, oui, il y a des critères échographiques qui ont été rapportés. Donc, ces critères échographiques, c'est des ovaires de grande taille, plus que 10 millilitres chacun, avec plus que 25 follicules par ovaire, qui souvent ont une distribution périphérique, les ovaires, avec un stroma qui est hyper écogène. Donc, c'est des caractéristiques qui ont été rapportées, mais sachant que on peut voir un peu, tu sais, 25 follicules, on peut voir ça chez une femme en âge de procréer qui n'a pas des ovaires polykystiques biochimiques ou cliniques. Donc, il faut être quand même prudent avec ce diagnostic échographique. Puis moi, je l'emploie seulement s'il y a un contexte clinique associé notamment à un hyperandrogénisme, puis la clinique, tu sais, l'hirsutisme, la clinique. Donc, je pense que c'est pas toujours si définitif. Donc, je pense qu'à l'échographie, souvent la question c'est ah, on a une patiente qui a tu sais, de l'hirsutisme, une oligoménorrhée, on pense à peut-être un syndrome des ovaires polykystiques. Nous, ce qu'on peut faire en échographie, c'est dire est-ce que c'est vrai que oui, il y a les signes qui sont décrits comme des ovaires de grande taille, plus que 25 follicules par ovaire, une distribution périphérique, un stroma ovarien entre les follicules qui est hyperéchogène. Donc, oui, s'il y a tout le reste, ça peut aller avec un syndrome des ovaires polykystiques échographique, mais je pense qu'il faut vraiment s'y méfier parce qu'on peut faire des échographies à plein de femmes qui n'ont aucun problème, aucun bilan biologique, aucun problème à tomber enceinte, aucun problème, ils n'ont pas du tout la clinique des ovaires polykystiques, puis voir des ovaires avec plein de follicules, une distribution un peu périphérique. Alors, je pense qu'on peut l'évoquer quand il y a la clinique associée, en étant très prudent, en sachant que chez plein de femmes, surtout les femmes qui prennent la pilule contraceptive ou qui l'ont pris longtemps, on peut voir cet aspect de plusieurs follicules qui même des fois sont à distribution périphérique, mais qui n'ont pas du tout tout le reste. Alors,
je pense qu'on l'évoque beaucoup, 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 mais il faut être prudent. C'est vraiment syndrome des ovaires polykystiques. Il faut vraiment avoir la biochimie qui va avec, puis la clinique qui va avec. Tout à fait d'accord. Sans monopoliser la parole, la difficulté est que pour le syndrome des ovaires micropolykystiques, il y a à peu près 4 phénotypes. Ce qui veut dire que l'aspect échographique n'est pas, comment dirais-je, un critère irrévocable. Il y a des syndromes d'ovaires micropolykystiques sans ovaires micropolykystiques. Donc, il y a Oui, quatre c'est ça. phénotypes. Oui. Mais la difficulté, c'est surtout dans l'adolescence. Pour bien commencer à prendre le cas en charge dès qu'elle est adolescente, les critères pour pouvoir poser ces diagnostics-là très tôt, c'est un peu là où parfois ça pose un peu des petits problèmes pour nous, gynécologues, surtout quand on est de l'aspect endocrinologique. Ben c'est ça, mais je pense que nous, notre rôle à l'échographie, c'est de dire, ah, peut-être que oui, il y a certains critères échographiques qui pourraient aller avec un syndrome des ovaires polykystiques échographique, mais ça ne veut pas forcément dire l'inverse, c'est pas vrai, dans le sens que si vous vous demandez, ah, est-ce qu'on hésite, est-ce que ça pourrait être ça, puis nous, c'est comme un argument de plus de dire à l'échographie si oui, ça colle. Mais si on fait l'échographie, puis il y a cet aspect-là, mais il n'y a pas du tout la clinique en arrière, ben c'est pas un syndrome. Tu sais, je pense que c'est un outil de plus pour vous, mais on ne devrait pas se baser que là-dessus, parce que comme vous dites, je pense qu'il peut y avoir la clinique d'un syndrome des ovaires polykystiques sans avoir les manifestations échographiques, tout comme il peut y avoir les manifestations échographiques sans avoir la clinique. Donc, c'est comme un outil de plus, ou un signe de plus, peut-être. Si je peux me permettre une dernière question, j'ai Oui, vu dans l'équation échographique la glande surrénale. oui, J'ai eu comme l'impression qu'on n'y s'est pas trop apaisanti, alors que c'est un des organes qui contribue dans certains cas, surtout dans les pubertés précoces hétérosexuelles. oui. Et, sexuelles, oui. Ben, tu sais, la puberté, c'est ça, en fait, ça va dépendre un peu de ce qu'on voit à l'échographie. Tu sais, moi c'est vrai que j'ai tendance à les regarder. Tu sais, je les regarde si on parle d'hyperandrogénisme. En fait, on peut toujours jeter un coup d'œil, mais tu sais, je pense que si on parle d'hyperandrogénisme, oui, on va vouloir aller voir les surrénales. Si on parle d'ambiguïté sexuelle, on va vouloir aller voir les surrénales. Mais tu sais, si le phénotype est féminin, on va commencer par la première question, c'est regarder l'utérus et les ovaires. S'il n'y a, pas du tout d'hyperandrogénisme, c'est purement une puberté précoce ou une aménorrhée primaire, on peut aller voir les surrénales, mais souvent, ça ne va pas vraiment nous aider dans les hypothèses, dans les différents diagnostics. Tu Merci. sais. Mais oui, Merci. effectivement, pour tout ce qui est dysgénésie gonadique, ou tu sais, surtout chez les tout petits, les bébés, quand le phénotype est discordant avec le karyotype, ou alors on se dit, ah, il y a des gros bourrelets génitaux, on n'est pas sûr, testicules, plutôt dans les dysgénésie gonadique ou ambiguïté sexuelle, là, oui, toujours, toujours surrénal, ou même hyperandrogénisme, toujours, toujours surrénal. Mais si j'ai une écho à 15 ans, la patiente hirsutisme, hyperandrogénisme, on va toujours aller voir les surrénales. Je pense que tu es de bonne garde d'y aller pour puberté précoce, aménorrhée primaire, mais c'est rare que la lésion, en fait, la lésion ne sera pas au niveau des surrénales si on pense à une sécrétion périphérique ou les rarement. Merci beaucoup, Juliette. En fait, pour les échographistes, comme a dit Juliette, elle insiste, l'aspect de l'utérus selon l'âge. Et donc, lorsque nous allons examiner cet utérus chez le prépubère ou le pubère, l'aspect de l'utérus selon les âges. Et ce qu'on remarque par rapport à l'exposé de Juliette, c'est qu'il y a un apport très important. En fait, c'est un binôme. Lorsqu'à l'échographie, ça marche pas, on voit l'apport de l'IRM qui malheureusement n'est pas toujours à portée des mains ici chez nous. Et donc, l'IRM est un outil très important dans le cas de cette imagerie de la puberté. Lorsqu'on ne voit pas d'utérus, l'examen qui va vraiment nous mettre sur la voie pour dire qu'il n'y a pas d'utérus du tout, c'est l'IRM. Parce que des fois, à l'échographie, vous avez avec des gaz qui vous gênent, qui vous empêchent. Des fois, c'est très, très difficile de dire ici c'est l'utérus ou c'est pas l'utérus ou c'est juste le col. Et donc, on peut conclure que l'aspect de l'utérus selon les âges, mais également l'IRM lorsque l'échographie ne peut pas nous avancer. Alors, nous avons le professeur Bayaouli, qui est notre endocrinologue maison, nous a rejoint. Je pense que bonjour professeur Bayaouli. Allô? Allô, nous on vous Oui. écoute, hein, on vous entend très bien. Allô?
Allô, professeur Bayaouli? Allô? Allô, Pascal, vous m'entendez pas? Allô, professeur Bayaouli, vous m'entendez? Allô? Bon, je sais pas. Le professeur Bayaouli avait des difficultés avec sa connexion. Bon, ben, il va nous rejoindre, hein, lorsqu'il va nous rejoindre. Je demande au professeur Mata s'il y a moyen de l'appeler, de lui dire que nous, on l'entend très bien. Alors, pendant que le professeur Bayaouli tente de nous rejoindre, on va passer au chat où il y a quand même quelques questions. Il y a une question d'un de nos confrères, je suppose, qui demande au professeur Juliette pourquoi les filles grasses voient la ménage plus précocement que les filles maigres. Professeur Juliette, est-ce que vous avez une réponse pour ça? Ben, moi j'ai une réponse qui est assez primaire, mais ça, c'est plutôt les endocrinologues. Là. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il y avait une certaine sécrétion d'estrogène par les graisses, là, par les tissus adipeux. Donc, ce qui fait en sorte que souvent la puberté est plus tôt. Mais ça serait plus une question pour les endocrinologues ou les internistes, là, s'ils veulent. Ah, ok. Oui, Professeur Moloko veut répondre à ça. oui. Bon, je crois que l'explication, c'est l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Il y a cette activation-là qui se fait. Il y a un lien avec les tissus graisseux. Les tissus graisseux, c'est une glande qui sécrète certaines substances, dont la leptine, qui est une substance qui a des effets au niveau central par les biais qui stimule les cellules AGNRH et qui déclenchent la puberté. Donc, on constate que les personnes qui sont, au moins la physiologie qui a été, que nous avons jusqu'à présent, des filles grasses qui ont suffisamment de graisse et les graisses sécrétant de la leptine ont tendance à avoir leur puberté précoce plus tôt que celles qui n'en ont pas. Et c'est le cas même des jeunes filles qui font beaucoup du sport. Ils font beaucoup du sport, ils utilisent les graisses, peuvent avoir beaucoup de muscles mais sans graisse. Et il y a un problème au niveau du déclenchement de la puberté par ce biais-là. Peut-être qu'il y a d'autres voies, mais c'est un des biais qui explique cette puberté précoce chez les filles grasses. Ok. Merci beaucoup, professeur. Une autre question, c'est euh, est-ce que celui qui pose la question veut savoir est-ce que le nombre de 25 follicules, c'est un nombre sine qua non, c'est-à-dire si on a 24 follicules par exemple, on ne peut pas parler de syndrome d'ovaire macropolycystique ou micropolycystique, même si les ovaires sont majorés de taille. Donc, il faut absolument 25 ou moins de 25 des ovaires macro augmentés de taille. On peut quand même parler de ovaires polykystiques. Mais oui, c'est ça. Je pense que les critères sont pas stricts, puis on ne doit pas avoir tous les critères pour parler des ovaires polykystiques. C'est un aspect compatible avec des syndromes des ovaires polykystiques radiologiques. Là. Puis, entre vous et moi, quand il y a l'air d'avoir beaucoup, s'il y a 3 follicules, je pense pas que c'est ça, mais de compter 25 follicules, entre 25 et 23, des fois, est-ce qu'on compte vraiment les mêmes 25 et 23? Donc, souvent même, bien honnêtement, on ne va pas compter les 25 follicules. Là. C'est sûr que si les ovaires sont augmentés en taille, mais il y a 2 follicules par ovaire, ben là, c'est peu évocateur de. Donc, le 25, c'est pour donner une idée, là. Ouais. C'est différents critères qui peuvent nous aider à soulever la possibilité du diagnostic échographique d'un syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est pas strict. Puis après, Ok. c'est même de compter entre 25 et 24, est-ce qu'on a compté 2 fois le même? C'est pas, on n'est pas à un follicule près, là. Ok, là, il faut faire appel à l'intelligence artificielle qui va vous aider à faire un bon comptage. Alors, on a le docteur Michel Mwimba veut poser sa question. Docteur, vous pouvez la poser. À qui vous voulez la poser? À Juliette ou au professeur Justin? Docteur Michel Mwimba, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Docteur Michel Le Mwimba. docteur pouvait fermer. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend. Vous pouvez poser la Oui. question. Je suis À qui vous la désolé, posez? je suis dans un train. Je la pose
à la présentatrice de l'exposé. Le professeur, oui, professeur Juliette, oui. Ouais, oui, juste question technique. Est-ce que en dehors de sonde abdominale, parce qu'on ne peut pas faire une endovaginale chez la jeune fille, de trouver 25 follicules, parce qu'avec les appareils E8 d'évolution, on ne peut pas faire la VCI avec une sonde abdominale, le comptage automatique des follicules. Moi, je n'ai jamais réussi à compter ces jeunes filles. J'avoue que ça coupe. Oui, ça coupe, mais je crois que sa question, c'est pour savoir est-ce qu'avec Par une sonde sonde abdominale suspubienne, vierge, on peut 25 vraiment follicules compter sur les critères de 25 retenue. follicules. Je crois que c'est ça sa question. Mais Est-ce qu'avec une sonde suspubienne, comme on ne peut pas faire avec Exact. une endo chez la petite fille, Ouais, oui, est-ce qu'on peut vraiment ouais. compter Sans 25 VCI. follicules? Ouais. Ben, c'est pour ça, d'où ma réponse avec est-ce que le nombre strict de 25 follicules, je pense pas, moi non plus, qu'on peut compter de manière définitive 25 follicules. C'est pour ça que c'est les critères de Rotterdam qui sont publiés, mais que entre vous et moi, on regarde les ovaires. Est-ce qu'il y a plusieurs follicules? Est-ce que la distribution, elle est périphérique? Allez, mais moi, je ne vais pas non plus compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 25 follicules, bien honnêtement. C'est de voir est-ce qu'il y en a beaucoup. C'est juste que pour évoquer c'est quoi beaucoup, c'est environ 25 par ovaire. Mais je suis bien d'accord qu'on ne va pas compter 25 follicules. Je pense que c'est pour se donner une idée, euh, mais c'est des follicules nombreux. Mais je suis d'accord avec vous Merci qu'on beaucoup. on va pas commencer à compter, puis on va pas s'ostiner sur non, c'est 24, non, c'est 25, oui, ce l'est, oui, non, ce l'est pas, là. Merci beaucoup. Juste un petit détail, professeur Lieye, vous me permettez Oui. d'ajouter un petit détail sur la question du professeur Mboloko, sur les surrénales. Je Oui. pense que si, moi, en tant que gynécologue basique, si j'ai dosé le delta 4 androsténédione et la testostérone qui sont normaux, Dommage. Dommage, on n'a pas suivi le. Je sais pas si c'est moi ou Non, ça c'est compte. lui. Ah, c'est lui, hein. D'accord, bon. En attendant qu'il revienne. je ne m'attelle pas à Docteur Michel, votre connexion, elle bug, faire hein. regarder les surrénales par le radiologue. Je ne sais pas, attendez. Bon, Aïe, aïe, aïe. écoutez, allô, vous m'entendez? Un train très, très longue. Non, 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 Ça vous passe pas. étiez. Ok, excusez-moi. On vous entend. Je vais vous... Oui, oui. Bah, vous pouvez. Vous En fait, m'entendez mieux? vous étiez entrecoupé. Là, c'est mieux. Vous pouvez peut-être reprendre ce que vous venez de dire, là, qui était intéressant. Oui, je disais sur les surrénales, question de professeur Mboloko, si les dosages hormonaux des delta 4 endostrénodione et des testostérone sont normaux, je ne pense pas qu'on soit attelé à aller chercher les surrénales ou à demander à ce que les échographistes ou les radiologues nous fassent les images de la surrénale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que radiologue, en tant qu'imagiste? Ben, c'est ça. C'est en fait, ça dépend un peu de la requête, mais je suis d'accord avec vous que les surrénales, c'est les androgènes. Donc, si Ouais, il n'y a pas un hyperandrogénisme, le bénéfice d'aller ouais, voir les surrénales, ou si on ne pense pas à une hyperplasie congénitale des surrénales avec une ambiguïté ouais. sexuelle, par exemple, le bénéfice d'aller voir les surrénales est très limité. Je suis d'accord. Après, tu sais, donc, voilà, si c'est purement un problème de puberté précoce ou d'aménorrhée primaire, puis en fait, avec les bilans hormonaux, on va le savoir. Effectivement, je suis bien d'accord avec vous. Merci. Il y a J'ai- une autre question? Oui? Alors, Oui? Oui, professeur, j'aimerais allez-y. Prenez. j'aimerais dire un mot un peu à propos du comptage, parce qu'à un certain moment, quand on parle de critères de Rotterdam, à l'époque, c'était 12 follicules. Oui, Je même, crois je que pense. oui, oui. Le problème Je pense que actuellement, c'était 9, 12, oui. oui, oui. Actuellement, avec des appareils et puis avec des logiciels qu'on utilise actuellement, il a cité surtout le Gyné Expert et autres, je crois que le comptage est à faciliter par des logiciels qui donnent de façon Mm, automatique des follicules. mm, mm. Et comme l'a dit le professeur Juliette, le nombre, c'est surtout le nombre qui est très important. Certains ont parlé de 16, à un moment, bon, maintenant on parle de 25, mais c'est surtout le nombre avec des comptages assistés de façon automatique. On peut arriver à... Ouais. Oui, Nous, ça c'est nous, tout euh, à fait. nous, j'avoue qu'on n'a Allez-y, pas professeur.
Hmm. nous, on compte pas, on compte dans notre tête, là. Donc, malheureusement, on n'a pas ces comptes. Alors, désolée. Donc, nous, on n'a pas ce comptage. Donc, vous, sur vos machines d'échographie, vous avez des comptes, un compteur de follicules automatique? En tout cas, chez nous, on n'en a pas. Je ne sais pas, professeur Mboloko, si vous en avez. Nous, on n'en a pas, ni aux cliniques universitaires, ni peut-être, mais nous, on n'en a pas. Professeur Mboloko, je ne sais pas, vous avez un compteur automatique? Parce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a des machines comme ça, hein, qui ont de logiciels où vous mettez, ils peuvent vous compter le nombre de follicules. Mais nous, on n'en Quand a je pas. dis ça, ce sont des avancées actuelles. Quand nous allons dans des congrès, nous Mhm, voyons des machines, mhm. surtout les dernières machines de volus, comment dirais-je, de GE. EJ, GE, Mhm, qui vous donne mhm, ces logiciels-là avec des comptages très magnifiques et autres, tout ça. Mais ici, mhm, non. mhm. Donc ici, on observe, comme Juliette a dit, quoi. Vous Oui. regardez s'il y en a beaucoup, euh, beaucoup, la présentation périphérique on en a beaucoup et on peut conclure. Et puis on voit les signes cliniques, comme a dit Juliette, et Mhm. même biologiques. En ce moment-là, on peut bien penser à des ovaires polykystiques. Alors, il y a une question encore. Faut-il demander une échographie à une nouveau-née qui a des saignements vaginaux durant 48 heures, sans notion de traumatisme? Juliette. Ben, en fait, ça, je pense que ça serait plus aux pédiatres, aux endocrinologues, mais tu sais, je pense que c'est fréquent. Moi, je vous réponds plus en tant que mère, là, parce que, tu sais, quand tu es encore sous stimulation hormonale, c'est possible que les petites filles aient des saignements dans les premiers jours de vie, parce que nous, à la maternité, ils nous avertissent. Ah, c'est possible qu'elles perdent un peu de sang en tout début de vie, donc non, à 48 heures de vie, moi, je pense pas que ça mérite une écho. Après combien de jours ça mérite une échographie? Après combien de jours ça devient un peu plus inquiétant, ça serait plus à demander à un pédiatre. Là. Moi, par expérience, parce que j'ai une fille, on m'avait dit que dans la première semaine de vie, il pouvait y avoir un saignement, il ne fallait pas s'inquiéter. Là. Euh, donc, je ne sais pas à partir de quand ça devient inquiétant, mais non, à 48 heures, c'est pas inquiétant, puis je pense pas que ça se mérite une échographie, non. Professeur Gertrude, je crois que quand, chez les nouveau-nés, ça ne devrait pas être inquiétant. Parce que le nouveau-né qui était dans le corps de sa maman, il avait l'imbibition hormonale fait de estrogènes et autres que la maman a. Et maintenant, là, qu'à la naissance, il y a comment dirais-je, une hémorragie de privation. Avec la chute hormonale, il est en dehors de sa maman. Elle peut avoir des petits saignements, mais je crois que dans les premières heures de la vie, ça ne peut pas être très inquiétant parce qu'on peut comprendre ça. Professeur Mboloko, là, il a dit 48 heures. 48 heures. Oui, il a dit pendant 48 heures, l'enfant est en train de saigner un bébé, un nouveau-né. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu à la maternité des petits saignements. Pendant 48 heures, oui, oui. Pendant 2 jours, vous pouvez avoir des petits saignements. Ok, Pour nous, c'est pas inquiétant. ok. Alors, toujours au professeur Mboloko, le confrère dit, je suis quand même curieux de savoir qu'en est-il de la prise en charge des femmes avec syndrome de Rokitansky, car d'après l'exposé, c'était quand même la deuxième cause d'aménorrhée primaire après le syndrome de Turner. Il faut dire que le Professeur syndrome de Mboloko. oui, oui. Le syndrome Mhm. de Rokitansky, c'est ce syndrome-là qui a été à la base des recherches qui ont amené à comment dirais-je, à des transplantations des utérus, où on a commencé à transplanter des utérus pour résoudre ce problème-là. La prise en charge, elle est compliquée en dehors de ces avancées chirurgicales qu'on a actuellement. Si la personne a envie d'avoir d'avoir un projet, quand il a un projet parental, oui. Mais quand il n'y a pas un projet parental, les gens peuvent vivre ça avec leur syndrome avec les syndromes de Rokitansky, avec l'absence de l'utérus. C'est quand même un syndrome assez compliqué. Je connais un cas d'annulation de mariage où la femme s'était mariée, elle avait un syndrome de Rokitansky qu'elle n'avait pas signalé au mari et après le mariage, il a fallu annuler le mariage. Donc vous voyez que elles se sentent d'abord femmes, hein, et donc elles aimeraient bien avoir des enfants. Enfin, Là, c'est encore un peu c'est acceptable, mais il y a des cas de syndrome de résistance aux androgènes dont a parlé le professeur.
Là, c'est encore, et ici chez nous, comme les consultations ne sont pas très régulières au début, on les découvre parfois pendant le mariage. C'est ça. Nous avons eu un cas que nous avons, c'est pendant le mariage qu'on découvre qu'il y a des problèmes et vous faites des examens, vous découvrez qu'il y a une agénésie hétéro-vaginale, donc la partie supérieure du vagin. Ou bien la personne se croit femme, mais c'est plutôt comme un syndrome. Le professeur Juliette n'a pas dit, le syndrome de Maurice, où il y a résistance aux androgènes. Alors, merci, professeur. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut demander une échographie chez un nouveau-né ou un nourrisson qui fait des crises génitales? Docteur Mukoni demande. Je crois que c'est pour vous, hein, professeur Boloko. Une fille de quel âge? Nouveau-né ou un nourrisson qui fait des crises génitales. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Génitale, hémorragie. Bon, je ne sais pas. Si docteur Mukoni est dans la... S'il peut préciser sa question, docteur Mukoni, si vous pouvez ouvrir votre micro et préciser votre question. Docteur Mukoni, vous pouvez ouvrir le micro et préciser la question? Ouais, je voulais parler des crises hémorragiques. Les crises hémorragiques. Bon, comme je l'ai dit, si ce sont des hémorragies qui surviennent chez le nouveau-né, donc une fille qui vient de naître, j'ai expliqué un peu le mécanisme qui permet d'expliquer ces genres de petites hémorragies. Mais si ce sont des hémorragies qui perdurent, en ce moment-là, on est obligé de... Je crois là, on est obligé d'aller un peu en profondeur dans les explorations. Merci, professeur. On va prendre une autre question pour le professeur Juliette. Docteur Mardoché Makanzou demande qu'est-ce qui explique la survenue de ovaires polykystiques chez les filles obèses? Ça, le lien avec le syndrome des ovaires polykystiques, ça, je ne sais pas, c'est pas mon... Je ne peux pas répondre, je pourrais pas répondre à cette question. Ok, donc ce sont les endocrinologues qui pouvaient nous aider. Malheureusement, notre endocrino... Oui, professeur Boloko. Oui, il y a un lien avec les filles obèses. Généralement, dans la physiopathologie de syndrome des ovaires micropolykystiques, il y a aussi l'insulinorésistance. Quand il y a insulinorésistance, ça amène à un hyperinsulinisme. L'hyperinsulinisme, il y a stimulation de la thèque interne, où il y a des récepteurs à l'insuline. Et par ce biais-là, il y a hyperandrogénie qui peut faire un cercle vicieux avec l'accumulation des graisses qui sont une accumulation tronculaire des graisses. Parce que dans l'obésité, en cas de syndrome polycystique, ce sont des obésités tronculaires. Ce n'est pas des obésités gynécoïdes comme chez une femme qui est normalement, qui a ses hormones normales, mais c'est tronculaire. Donc, une obésité centrale. Et l'obésité aussi, vous pouvez savoir, quand il y a une obésité, il y a aussi une résistance à l'insuline, rien que par l'obésité. Et certaines femmes sont entrées dans les syndromes ovaires micropolykystiques par l'obésité, hyperinsulinisme, et puis finalement, il a développé un syndrome ovaires micropolykystiques tel qu'on les connaît avec ses composantes physiopathologiques. Donc, c'est souvent lié. Alors, une autre question au professeur Juliette, c'est professeur Juliette, est-ce que l'on peut partir d'une échographie pour donner avec précision l'âge d'une fille ou bien il faut toujours associer d'autres modalités comme l'IRM? Ben, en fait, là, avec une échographie, on ne pourra pas dire l'âge d'une fille, mais ce qu'on peut dire avec une échographie, c'est, par exemple, si moi, je ne parle pas de l'utérus néonatal parce qu'on sait que c'est un nouveau-né, mais la grande question souvent, c'est de dire, est-ce que l'utérus est stimulé ou pas? Est-ce que l'utérus et les ovaires sont prépubères ou postpubères?
Donc, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que c'est prépubère, est-ce que c'est postpubère ou est-ce que c'est en voie de? Parce que des fois, on voit que l'utérus est un peu plus en forme de poire, il est un peu plus gros, on voit un peu plus de follicules. Des fois, ça peut être aussi transitionnel si la patiente est en voie de puberté. Mais en fait, c'est pas vraiment l'âge qu'on peut dire, c'est est-ce que l'utérus est prépubère ou postpubère? C'est ça la grande distinction. Puis des fois, on dit, je pense que c'est entre les deux en voie de si on a certains critères, par exemple 1 cm d'épaisseur au fundus, mais l'utérus est encore tubulaire avec des ovaires qui sont avec plusieurs follicules, mais de petite taille. Donc, des fois, c'est entre les deux. Mais la grande question, c'est pas de dire, elle a 7 ans au niveau de son utérus ou elle a 12 ans. C'est de dire, est-ce que la puberté est entamée ou est-ce que c'est prépubère, son utérus, ou postpubère? Merci beaucoup, professeur. S'il vous plaît, j'écoute. Euh, S'il vous plaît. oui, Professeur, oui, j'écoute. professeur. Oui, professeur, J'aimerais allez-y. j'aimerais poser la question au professeur Juliette. J'ai vu des images de la radiographie du poignet et de la main gauche. Quelle est sa valeur actuellement dans la mise au point de problème de puberté De précoce? l'âge. Oui. Ben, c'est ça. L'âge. Souvent, en fait, ils vont demander un âge osseux afin de voir, on sait que dans les causes centrales, je pense qu'ils demandent l'âge osseux. Des fois, on n'ayant pas tous les bilans parce que dans les pubertés précoces de cause centrale, l'âge osseux va être augmenté par rapport à l'âge chronologique. Versus quand c'est périphérique, souvent l'âge osseux est limite ou même normal. Donc, c'est de voir est-ce que l'âge osseux est vraiment augmenté par rapport à l'âge chronologique, ce qui va souvent avec une puberté de cause centrale. Mais souvent, l'endocrinologue va avoir fait tous les bilans, puis va être capable aussi de dire, ben selon FSH/LH, puis les bilans hormonaux, ça va aussi avec une puberté précoce centrale. Mais c'est comme un argument de plus. Puis aussi, l'âge osseux est pertinent pour suivre le traitement aussi quand ils sont traités, là. Ok, merci beaucoup. Professeur Mboloko, moi j'ai une petite question pour vous. Alors, une petite fille qui fait sa puberté précoce, elle a, je sais pas, 10 ans, et puis elle a des gros ovaires polykystiques. Vous, les deux, comment vous le soignez? Bon. En fait, dire comment nous le soignons, personnellement, je n'ai pas encore eu ces situations-là. Ce sont des situations où on a des gros ovaires. Souvent, on pense à des tumeurs de la granulosa et c'est dans la littérature qu'on en parle, mais on n'a pas encore eu à gérer personnellement un cas de ces genres-là. Et ce sont des situations qui, théoriquement, amènent à des traitements chirurgicaux, par exemple. Ah, ok, ok. Merci beaucoup. Merci, professeur. Il y a une autre question de docteur Osongo Antoine. Il demande à partir de quel âge l'échographie peut être fiable dans le diagnostic des ovaires polykystiques, étant donné que chez l'adolescente, la réserve ovarienne est riche. Et cela ne peut-elle pas prêter à confusion, professeur Juliette? Oui, absolument, d'où mon commentaire. Absolument, d'où mon commentaire de dire justement chez l'adolescente, souvent on voit plein de follicules, puis ils peuvent être périphériques. Alors, il faut vraiment, effectivement, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment interpréter les signes de syndrome des ovaires polykystiques radiologiques seulement quand on a un contexte clinique associé. Parce que oui, effectivement, chez plein d'adolescentes, si on fait une échographie comme ça, on peut voir plusieurs follicules, puis on ne doit pas dire à toutes ces patientes qu'elles ont des syndromes des ovaires polykystiques. Donc, je pense qu'on doit l'évoquer quand la question c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un syndrome des ovaires polykystiques en fonction de la clinique, de la biochimie. Mais oui, effectivement, il y a plein d'adolescentes, comme vous dites, qui ont plein de follicules sur les ovaires puis que ce n'est pas pathologique parce qu'ils n'ont aucun autre signe clinique ou biologique. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Alors, je crois qu'on n'a plus de questions dans le chat. Donc, le professeur Bayaouli est là. Bravo. Professeur Bayaouli, soyez les bienvenus. Vous nous avez manqué. On avait beaucoup de questions que seul l'endocrino pouvait répondre. Heureusement que le gynéco nous a beaucoup aidé. Le professeur Justin Boloko nous a aidé à avoir des questions, des réponses à nos questions. Mais vous avez la parole pour votre commentaire. Professeur Bayaouli, vous avez la parole. Ouvrez le micro, vous pouvez parler.
Allô, professeur Bayaouli, vous avez levé la main, hein. Peut-être que votre micro est encore désactivé. Professeur Bayaouli, allô, professeur Bayaouli. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de chance avec professeur Bayaouli. Alors, je ne sais pas, je vais donner donc la parole, on va distribuer la parole. On a encore beaucoup de temps. Il est, je crois qu'on a encore, Oui. on a à S'il peu vous près. plaît, vous m'entendez? Oui, là, c'est Est-ce que mieux. vous Oui, m'entendez? on vous Vous entend, m'entendez? professeur, allez-y. Oui, allez-y, professeur, Ok. on vous entend très bien. Oui. Désolé pour les désagréments que j'ai eu avec ma connexion ici. Je Ça suis vous venu vous apprendra à prendre avoir deux en réseaux. Ok. Au Congo, on doit avoir Et deux réseaux. s'il vous plaît. Désolé. Alors, je Allez-y. vous ai suivi presque à la fin là. Je voudrais vous féliciter pour cet échange enrichissant et l'échange que vous avez eu sur le syndrome des ovaires micropolykystiques. Il y a une question relative à ce sujet, notamment quelle serait la cause de ce syndrome, enfin des ovaires micropolykystiques. Oui. Je voudrais insister sur ce que le prof Mboloko a dit pour dire que la cause du syndrome des ovaires micropolykystiques n'est pas connue, ce n'est pas une seule cause. C'est exactement comme ce que nous disons pour l'insulinorésistance de manière générale. Il n'y a pas une seule cause qui favorise l'insulinorésistance, c'est l'interaction entre des facteurs non modifiables et des facteurs modifiables. Les facteurs non modifiables qui favorisent l'insulinorésistance, il y a des facteurs génétiques, ça c'est établi. Il y a également l'avancement en âge, ça c'est établi. Et il y a des facteurs modifiables dont les plus importants, c'est le surpoids, obésité. Et le prof Moloko est revenu sur le sujet. Il y a lieu de se poser la question parce que quand on est en face d'un syndrome des ovaires micropolykystiques, souvent on est en face d'un terrain d'insulinorésistance. Mais quel rapport y a-t-il entre le syndrome des ovaires micropolykystiques et l'insulinorésistance? Est-ce que les ovaires micropolykystiques, c'est une expression des signes d'insulinorésistance? Ce ne serait pas exclu. Comme nous l'avons dit, interaction entre les facteurs qu'on ne peut pas changer et les facteurs liés à l'environnement. Bon, donc, la relation, est-ce que c'est l'insulinorésistance qui favorise le syndrome des ovaires micropolykystiques? Est-ce que c'est l'inverse? C'est parce que les ovaires micropolykystiques hypersécrètent les androgènes et les androgènes favorisent l'obésité androïde. Donc, une relation réciproque. Peut-être l'avenir pourra nous éclairer sur la question. Bon, dans la prise en charge, c'est que cet échange d'aujourd'hui vient de souligner, c'est les caractères indispensables d'une prise en charge multidisciplinaire des problèmes qui se posent en médecine moderne, notamment celui du syndrome des ovaires micropolykystiques. Donc, nous avons un plateau où sont conviés dans la prise en charge presque différentes spécialités, les gynécologues, l'endocrinologue, les diabétologues, l'imagère, et sans oublier les biologistes qui nous donnent des résultats en rapport avec les hormones, les perturbations hormonales. Donc, c'est ça l'intérêt. Et dans la prise en charge, si cette équipe travaille en collaboration, il y a des cas qui aboutissent à des résultats heureux, hein, qui font plaisir aux jeunes couples, surtout s'ils se posent les problèmes de stérilité. Bon, c'est vrai que je n'ai pas suivi les débats au début, mais tel que j'ai suivi à la fin, j'ai trouvé les échanges très intéressants. Et je crois que c'est les commentaires que je peux faire, tout en regrettant comment je n'ai pas été avec vous au début. Oui. Merci beaucoup, professeur Bayaouli. Effectivement, vous nous avez manqué parce que le professeur Juliette a parlé vraiment de beaucoup de choses, depuis Oui. l'anatomie, elle a parlé vraiment de beaucoup de choses et beaucoup de cas, de tous ces éléments qui constituent des syndromes de la puberté précoce. Donc, il y avait vraiment beaucoup de cas et vraiment votre rapport aurait été intéressant. Malheureusement, comme vous dites, hein, vous êtes surtout arrivé lorsqu'on était au niveau de faire des débats sur les ovaires polykystiques. Or, on a parlé de beaucoup de choses, de Rokitansky, de syndrome de Turner, vraiment de beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si dans le groupe, il y a des commentaires aussi d'autres radiologues qui sont là ou des cliniciens qui sont là, qui ont des commentaires à faire. On a encore une trentaine de minutes avant de nous séparer. Vous avez la parole. S'il vous plaît, professeur.
Oui, allez-y, professeur. Quand Allez-y, je vous professeur. quand je vous ai rejoint, j'ai entendu des questions. Par exemple, il y a un confrère qui a posé une question. Est-ce que si on a une hémorragie génitale à telle période, est-ce qu'on peut faire tel examen? Mais je Oui. voudrais juste rappeler la démarche clinique. Les examens paracliniques, ils sont dictés par les hypothèses diagnostiques. Et très Mhm. souvent en médecine, les hypothèses diagnostiques, on les a à la suite d'un diagnostic syndromique. Donc, un seul signe, voilà, il y a une hémorragie génitale. Je crois que l'examen clinique voudrait qu'on puisse rechercher d'autres éléments pour avoir un syndrome qui évoquerait telle ou telle hypothèse diagnostique et cela pourrait guider les examens paracliniques. Donc, en demandant les examens, souvent, ce n'est pas sur base d'un seul signe, c'est sur base d'une hypothèse diagnostique quand on place un signe dans un contexte clinique bien précis. Voilà, parce que les troubles qui ont été abordés, certes, il y a des troubles génétiques, il y a des troubles hormonaux, lesquels troubles hormonaux imposent qu'on puisse un peu localiser les problèmes. Est-ce que c'est au niveau de l'hypothalamus? Est-ce que c'est au niveau de l'hypophyse ou au niveau des gonades? Donc, c'est pour dire aux confrères, avant d'orienter les malades vers la paraclinique, notamment l'imagerie, les cliniciens doivent avoir une hypothèse diagnostique en rassemblant des signes cliniques subjectifs et objectifs qui devraient normalement mettre sur les bons pour éclairer le cas imagère ou les paracliniciens. Voilà. Merci beaucoup. Allô? Merci, Je pourrais poser professeur. une question aussi. Oui, C'est allez-y. docteur Franco. Bonjour, Oui, allez-y, excusez-moi. docteur. Non, posez votre question. Combien de gynécologues et endocrinologues, j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils pourraient rassurer une jeune femme qui a un hirsutisme quant à sa fertilité, hein. Parce que il y a beaucoup de jeunes femmes qui se posent des questions. Bon, j'ai une barbe, est-ce que je pourrais un jour avoir des enfants? Comment est-ce que vous pourrez les conseiller, les rassurer? Merci. Professeur Bayaouli et professeur Mboloko, vous avez la parole. Bon, moi, en tant que gynécologue qui a en charge ces genres des femmes, surtout des femmes qui ont des problèmes d'infertilité, il faudrait savoir que le syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est une des causes d'infertilité connues. La rassurer, et puis il y a des schémas de traitement des syndromes des ovaires micropolykystiques. Ce ne sont pas de Oh, maladies s'il vous plaît, professeur, incurables. je parlais d'hirsutisme. Ce n'est Et pas ici, possible. parle de hirsutisme. Ah, Hirsutisme. hirsutisme. Oui, ces Hirsutisme, femmes qui ont c'est des barbes et qui s'inquiètent, est-ce que j'aurai des enfants avec une grosse barbe comme ça? Elle coupe, ok, ça pousse, elle coupe, ça pousse. ok. Je suis passé vers le syndrome des ovaires micropolykystiques parce que l'hirsutisme est un des signes du syndrome des ovaires micropolykystiques. Ok. Et ce qui est important, comme on l'a dit le professeur Bayaouli, c'est de voir les faisceaux d'éléments et pouvoir poser, avoir un diagnostic différentiel et puis pouvoir confirmer ce diagnostic. La seule présence de la barbe, c'est un signe. Il faut voir. Parce que là, ce sont des hyperandrogénies. Et dans les hyperandrogénies, il y a des hyperandrogénies d'origine surrénalienne, des hyperandrogénies d'origine ovarienne, essentiellement. Quand la femme a la barbe, ça peut être aussi une manifestation de ce qu'on appelle l'expression d'un déficit de A21 hydroxylase. Parce que vous savez que dans la stéroïdogénèse, donc dans la formation des hormones stéroïdiennes, il y a une étape qui est gouvernée par une enzyme qu'on appelle 21 hydroxylase. Dans ce carrefour-là, si cette enzyme-là est présente, l'évolution de la stéroïdogénèse peut aller vers la formation du cortisol, vers la formation d'aldostérone. Mais quand cette enzyme-là est absent, le reste de, comment dirais-je, la suite des événements, c'est d'aller vers la synthèse des androgènes. Qui dit androgène dit qu'il y a barbe, qu'il y a hirsutisme, tous ces signes-là de l'hirsutisme. Dans les syndromes des ovaires micropolykystiques, comme nous venions de le dire aussi, il y a hyperandrogénie et l'hyperandrogénie va donner aussi la barbe.
Ce qui veut dire que ce qui est important, c'est d'abord de poser le diagnostic. Est-ce que j'ai affaire à l'expression d'un syndrome d'un déficit de β hydroxydase qui donne une hyperandrogénie qui est surtout d'origine surrénalienne, ou bien j'ai affaire à un syndrome des ovaires micropolykystiques avec aussi son expression hyperandrogénique. Notez qu'il y a certains syndromes des ovaires micropolykystiques sans hyperandrogénie, quand je parlais des 5 phénotypes. Et le traitement est fonction de ces diagnostics-là. Par exemple, dans le syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est codifié. Si vous posez le diagnostic et vous excluez d'autres causes d'infertilité, les trompes ne sont pas bouchées, le mari a un spermogramme normal et il n'y a que les ovaires micropolykystiques qui posent problème, il y a un schéma. On peut stimuler avec les inducteurs d'ovulation. On peut faire ce qu'on appelle le drilling. Donc, vous lisez la coque avec, comme on dit, avec des bistouris électriques, vous créez des trous qu'on appelle le drilling qui fait fonctionner les ovaires. Ou bien vous passez à des traitements avancés comme étant la procréation médicalement assistée qui actuellement est un des traitements qui commence aussi à arriver dans nos milieux. Alors, si la cause, c'est une cause d'hyperandrogénie d'origine surrénalienne, là, je crois que le professeur Bayaouli est bien placé pour pouvoir dire un mot. Voilà un peu. Ok. S'il vous plaît, je suis content d'entendre le professeur Moulo. Est-ce que je peux compléter, s'il vous plaît? Allez, bien sûr, professeur, vous êtes panéliste. Oui. Allez-y. Et donc, c'est bien dit, hein, c'est que le prof a dit. Le problème de stérilité, c'est un problème de couple. Ce n'est pas parce que la femme présente des signes qui suggèrent que c'est elle qui constituerait le problème qu'on ne va pas interroger les maris ou l'époux. Donc, il faudra se rassurer de l'état de santé de l'époux. Comme le prof l'a dit, l'ursutisme est seul. Et l'ursutisme, chez nous, ça peut être juste quelques poils au niveau de quoi, du menton, une barbe et une moustache qui poussent. Et le syndrome des ovaires mycopolykystiques ne se pose pas comme diagnostic sur base d'un seul élément clinique. Il faut un faisceau d'arguments. On vous l'a dit, et que les experts se sont réunis plus d'une fois pour se mettre d'accord sur les critères de définition opérationnelle du syndrome des ovaires micropolykystiques. Je rappelle qu'il faudrait avoir un cycle menstruel anovulatoire, les signes d'hyperandrogénémie biologique et clinique et des ovaires micropolykystiques. Et si vous avez au moins 2 de ces 3 signes, il y a lieu de retenir le syndrome. Parce que nous rencontrons dans la rue des femmes à barbe, mais qui sont sur le plan de la reproduction tout à fait normales, parce que en matière de barbe, il y a aussi une composante génétique. Hein. Il y a des personnes qui sont désertiques et pourtant ils sont génétiquement comme ça. Et il y a des femmes avec un taux hormonal normal qui poussent, qui voient leurs poils se développer et qui n'ont pas forcément le syndrome des ovaires mycopolykystiques. Je dis toujours ça aux étudiants. Il ne faut pas quitter votre copine parce qu'il y a des poils au niveau du menton et peut-être c'est elle qui vous donnerait de beaux enfants. Donc, il faut un faisceau d'arguments. Et c'est cas par cas. Dans notre série, il y a des cas de syndrome des ovaires mycopolycystiques que nous avons suivis et qui nous ont appelés au téléphone pour nous dire que cette fois-là, il y a aménorrhée, mais aménorrhée due à une grossesse, pas aménorrhée comme signe du syndrome des ovaires mycopolykystiques. C'est cas par cas. Et nous, en tant que médecins, notre rôle, c'est de rassurer les patients. Il ne faut pas le faire dire à la patiente que pour vous, il n'y a aucun espoir. Ah non, il lui faut faire le maximum pour lui donner sa chance. D'accord, parce qu'on ne doit pas causer les divorces pour dire, toi, là, tu es condamné à ne pas avoir des enfants. Ah, non, ça ne sera pas le dire. Donc, et pour suivre les cas, comme le prof l'a dit, il y a plusieurs signes. La prise en charge est multidisciplinaire avec des objectifs précis. Et le premier objectif, c'est lequel? La perte pondérale. Il faudrait normaliser le poids en se fondant sur 2 axes, régime alimentaire hypocalorique d'une part, et d'autre part, l'activité physique qui devrait être recommandée. À part ça, il faut combattre les signes d'hyperandrogénémie et comme moyen, nous avons quoi? Certes, nous allons recourir aux anti-androgènes, notamment spironolactone. On peut aussi faire les traitements symptomatiques, donc s'éraser et ainsi de suite. D'autre part,
le gynécologue doit essayer de normaliser sa féminité en la mettant sous ovules riches en quoi? En estrogène, parce qu'avec l'hyperandrogénémie, il y a un déséquilibre hormonal qui fait que la femme a perdu un peu de sa féminité. Et le moment venu des stimulateurs de l'ovulation. C'est donc une prise en charge en équipe avec des objectifs bien définis, cas par cas. Dans notre série, nous avons connu des cas qui étaient très contents des résultats et dont nous avons salué les résultats et les choses ont bien marché. C'est cas par cas. Mais on ne doit pas ignorer qu'il faut interroger les maris. Parce que s'il y a des cas à problème, la question devient beaucoup plus complexe. Bon, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Bayaouli. Je ne sais pas si on va prendre, s'il y a quelqu'un d'autre qui a encore une question dans la salle. Entre-temps, professeur Juliette, aujourd'hui, nous avons parlé de l'imagerie de la puberté précoce et de l'aménorrhée primaire. Ça signifie que on considère seulement la petite fille. Mais est-ce que dans votre pratique, vous avez aussi beaucoup de cas, parce que si je vois parmi les causes de la puberté précoce, il y a même des tumeurs comme la tumeur de la granulosa qui est une de causes de la puberté précoce, mais c'est une tumeur maligne. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous avez aussi dans votre pratique beaucoup de cas de puberté précoce chez les garçons? Et je sais pas, même si c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais est-ce que vous en avez beaucoup et qu'est-ce Oui, que il y vous en pouvez a. nous dire là-dessus? C'est ça, en fait, la puberté précoce chez le garçon, souvent, c'est des causes, 50% sont idiopathiques, 50% c'est des causes de système nerveux central, souvent. Ah, d'accord. Donc, oui, on en voit, mais on ne les verra pas en échographie. On va plutôt les attraper quand on fait des IRM. Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Puis moi, je vais Alors, devoir vous quitter bientôt. oui, c'est dans 19 minutes, on arrête, hein, parce qu'à Oui, 22 heures, on va arrêter. On va prendre la dernière question peut-être dans la salle. Est-ce qu'il y a il y a une question ou un complément? Je crois qu'il n'y en a pas. Alors, professeur Mata, vous avez un mot avant que nous puissions conclure? Oui, le mot, c'est de dire merci d'abord à Juliette, qui est trop occupée maintenant, mais qui a pu quand même trouver du temps pour venir nous enseigner. Je dirais un grand merci au professeur Mboloko et au professeur Bayaouli et à vous-même aussi, professeur Luyeye, pour votre disponibilité, surtout pour le niveau du débat. Et on va se séparer là. On se revoit le lundi prochain avec un autre numéro. Je vais publier les affiches et puis on a eu la permission de professeur Juliette pour poster cette conférence sur YouTube. Donc, pour ceux qui étaient venus en retard, ils peuvent suivre ça en différé. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée. Et merci encore, professeur Juliette. Merci, professeur Mboloko. Merci, professeur Bayaouli. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir, merci.